Je me présente, mon nom est Marie-Michel Laure, je suis professeure au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'ensemble de mes projets de recherche sont dans le domaine de la gérontologie sociale et je vais vous présenter aujourd'hui les premiers éléments, les premiers résultats d'un projet de recherche qui est soutenu par les fonds de recherche du Québec. À l'époque, le volet Société Culture. Maintenant, les fonds de recherche sont intégrés dans un projet de recherche-action, c'est-à-dire que juste pour ceux qui sont moins familiers avec ces mécanismes ou ces mots-là de recherche, rapidement, un projet de recherche-action, un projet qui est réalisé de manière collaborative, participative avec les acteurs terrain. Je vais vous présenter justement, comme je vous disais, les premiers éléments d'un projet de recherche qui vise à mieux comprendre le soutien des personnes proches aidantes une fois que leur proche est en milieu d'hébergement. Ce n'est pas un projet que je fais seul, bien évidemment. Donc ici, à l'écran, l'équipe de recherche, donc qui est constituée là, au sein même du comité de co-chercheurs par tant des personnes du milieu de la pratique que des personnes du milieu de la recherche. Donc, vous voyez les gens ici. Christine Lacroix de la FQCCL qui a pris la parole tantôt, je ne sais pas si elle est dans la salle. Anne-Louise Allé qui est la FQLI, qui est la Fédération québécoise de loisirs en institution. Donc, ces deux partenaires-là représentent, vous allez voir, là, tantôt, on va parler de ponts intersectoriels de soutien, donc des acteurs tant dans la communauté, donc des centres communautaires dans la communauté, que des acteurs qui sont davantage justement dans le milieu de l'hébergement. Il y a Karine Rattel, qui est d'un regroupement de soutien aux personnes proches aidantes, Hélène Carbonneau, co-chercheuse de l'UQTR, Gabriela Puiguro Rodriguez, excusez, de l'UQO, Anna Adrianova, qui était au CREGES à ce moment, et Sandra Harrison, qui est dans la salle ici, de l'Université d'Ottawa. Donc, je commence avec quelques éléments de contexte rapides qui ne se veulent pas exhaustifs considérant le temps qu'on a pour la présentation, mais qui abordent quelques éléments au niveau de la proche aidance. Je vais laisser quand même le temps. Mon Dieu, ouais, il reste quelques places. Bon. Je vais quand même laisser le temps là, dans la période de questions qu'on explore davantage certains éléments de la problématique au niveau de la proche aidance là, avec plaisir. Mais là, pour les fins de la présentation, je vais nommer quelques éléments très, très spécifique. Donc, dans le projet de recherche, on s'intéresse, comme je vous disais, à la phase de proche aidance qui est située au niveau de la phase de post-transition vers l'hébergement. On s'est basé sur un modèle de modélisation des phases de proche aidance, c'est-à-dire qu'on n'est pas une personne proche aidante de la même manière, tout dépendant de où notre proche se situe dans la communauté. Donc, Merlin et ses collaborateurs, en 2018, ont présenté un continuum de proche aidance qui est basé sur les phases en lien avec la trajectoire du proche accompagné. Donc, vous voyez ici que c'est regroupé en 3 phases. La phase de pré-transition vers un milieu d'hébergement, si tel est le cas, ce ne sera pas tout le monde qui va migrer vers un milieu d'hébergement, mais lorsque c'est le cas, il y a la phase de pré-transition, la phase de transition et la phase de post-transition. Qu'on connaît de ces différentes phases-là, en fait, c'est plutôt rare que l'approche aidance est vraiment analysée pour l'instant selon ces différentes phases, mais pour les projets de recherche qui ont été réalisés, ce qu'on sait, en fait, c'est qu'au niveau de la phase de transition, les personnes proches aidantes vont vivre un rôle qui vont évoluer. Donc, ce qu'on voit au niveau de la phase de transition, c'est que ça vient avec de manière accrue des responsabilités au niveau de chercher un milieu d'hébergement, comprendre les contextes de transition, comprendre aussi les lois, les normes, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Donc, tout ce qui est associé à cette transition-là devient un rôle qu'on assume de manière de plus en plus accrue. Et c'est accompagné d'un sentiment d'anxiété et de culpabilité souvent, pas toujours. Hein, ce qui est présenté là, bien sûr, ça ne s'applique pas à toutes les personnes proches aidantes, mais de manière plus accrue, il y a un sentiment de désorientation, d'anxiété et de culpabilité qui peut s'accompagner de cette phase-là. Au niveau de la phase post-transition, ce qu'on connaît davantage, c'est qu'il y a une assez grande perte de repères chez les personnes proches aidantes. C'est-à-dire qu'on doit redéfinir notre rôle comme proche aidant. On doit faire une recherche du sens aussi qui est donné à notre expérience d'accompagnement. Souvent, les personnes proches aidantes vont avoir accompagné leurs proches dans la communauté d'une manière assez prolongée, que ce soit leur conjoint, un ami, une personne de la famille, etc. Et à partir du moment où la transition est faite vers le milieu d'hébergement, c'est comme si on a une perte de repères et de sens liés à cet accompagnement-là.
où est-ce que je devrais me situer dans l'équipe, comment je devrais remplir mon rôle. Et il y a une difficulté à maintenir parfois un lien qui est significatif et satisfaisant avec son proche. Donc, comment je recrée la relation avec la personne aidée. Ce qu'on sait aussi au niveau de la phase de post-transition en hébergement, c'est que c'est celle qui est la moins bien comprise et encadrée par des processus de soutien. La majorité, et là je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, vous allez voir, on en a abordé quelques-uns tout à l'heure, mais ce qu'on constate quand on regarde les différents programmes de soutien aux personnes proches aidantes, ils se retrouvent davantage dans la communauté et très fortement ancrés au niveau de la phase de la transition, c'est-à-dire accompagner les proches aidants à comprendre justement quels sont leurs droits, responsabilités, qu'est-ce que c'est les milieux d'hébergement, etc. Mais il y a peu de programmes ou d'outils qui sont déployés pour accompagner les personnes proches aidantes dans la phase de post-transition. Et il y a un fossé qui existe entre les services déployés pour soutenir les gens dans la phase de pré-transition par rapport à celle de post-transition. Donc, ce qu'on a constaté avant de commencer ce projet, c'était que justement, il y avait un angle mort de soutien actuel des personnes proches aidantes concernant les besoins et les enjeux vécus par ces derniers dans les phases de post-transition, malgré une politique d'hébergement qui est basée sur 3 axes. Vous la connaissez peut-être, hein, les milieux d'hébergement, ils ont une politique d'hébergement qui est centrée autour de 3 axes, qui est l'accueil, tant de la personne qui va être hébergée que de son proche aidant, la reconnaissance du rôle des proches aidants dans les équipes et le soutien des personnes proches aidantes dans leur rôle. Donc, malgré cette politique d'hébergement, on se rend compte que les programmes spécifiques pour réaliser ces 3 axes-là ne sont pas nécessairement très bien développés, ce qui est variable d'un milieu à l'autre. Hein. Il y a des milieux où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes, alors que d'autres qui ont plus de difficultés là, à mettre des choses en place. Donc, l'objectif du projet, en fait, c'est un projet en 3 objectifs distincts, mais je vous en présente juste le premier parce que c'est lui qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour des mesures de temps, je vais vous présenter le premier objectif qui était de documenter et identifier les besoins, les enjeux vécus et les facilitateurs du maintien de la santé et du bien-être des personnes proches aidantes en phase de post-transition d'un proche en milieu d'hébergement. Donc, pour ce faire, on avait deux éléments méthodologiques qui ont été réalisés. Donc, le premier, c'est une revue rapide de la littérature et le second était des groupes de discussion focalisés auprès des personnes proches aidantes qui ont soit accompagné un proche en milieu d'hébergement et que, par exemple, leur proche est décédé ou encore qui sont en proche aidance active là, au milieu d'un proche qui est hébergé. Au niveau de la revue rapide de la littérature, il y a 2 questions clés qui ont été abordées pour questionner les écrits, donc ce qu'on savait déjà qui avait été publié. La première, c'est que savons-nous des enjeux vécus par les personnes proches aidantes en phase de post-transition en hébergement et quelles compétences doivent être développées ou mobilisées par les personnes proches aidantes spécifiquement lors de cette phase. Cette question-là a été posée vraiment parce que l'équipe projet, donc l'équipe qui venait du terrain, se disait, bien, c'est comme si souvent on se focus sur les enjeux, mais ces gens-là développent plein de choses par eux-mêmes lorsqu'ils sont en phase de post-transition, lorsqu'ils accompagnent un proche. C'est plus rare qu'on l'aborde ça dans nos discussions, donc ils étaient curieux d'avoir cette réponse-là aussi. Donc, je vous épargne, c'est un petit graphique qui montre un petit peu comment on a fait la recherche dans la littérature. Pour ceux qui sont moins familiers, là, les revues rapides de la littérature ne veulent pas nécessairement, c'est pas comme une revue systématique où est-ce que on veut regarder toutes les bases de données possibles, mais on veut des bases de données représentatives pour questionner une question puis donner quand même une idée là, de ce qui émerge de la littérature sur des questions spécifiques. Donc, vous voyez qu'à la fin, là, les articles qui ont été analysés en entier sont 22 articles. Donc, je vous présente ici les grands résultats qui ont émergé là, de l'analyse des écrits. Donc, au niveau des enjeux vécus par les personnes proches aidantes là, dans la phase de post-transition en hébergement, on les a répartis en 4 grands thèmes distincts. Le premier, bien, sans surprise, comme je vous le disais tantôt en introduction, c'est la perte de repères dans son rôle de proche aidant. Donc, notamment un changement relationnel avec son proche, hein, la personne avec laquelle j'étais habituée de réaliser davantage d'activités de soins hein, avant de la transition. Bien là, il faut qu'on retrouve une façon d'être ensemble. De poursuivre les soins dans un milieu qui est peu familier. Donc, souvent, les personnes proches aidantes, une fois que leur proche est hébergé, c'est comme si la société se dit « Ah,
Ils vont être en pause de leur rôle, ils vont pouvoir juste être avec leurs proches. Mais la majorité, en tout cas, les écrits recensaient que la majorité veulent poursuivre quelques éléments de la relation plus dite de soins ou en tout cas d'aide avec son proche. Mais maintenant, ils le font dans un cadre qu'ils ne connaissent pas. Donc, habituellement, ils le faisaient dans un milieu plutôt familier. Et là, ils ont des pertes de repères à ce niveau-là. C'est difficile aussi de maintenir son implication malgré la distance. Souvent, c'est des gens qui avaient dans leur routine de vie intégré les déplacements, qui sont par exemple leurs proches dans la maison avec eux. Donc là, considérant aussi la manière que les guichets là, pour avoir la place en hébergement ne sont pas tout le temps en lien avec la distance du domicile, bien là, il faut qu'ils réapprennent à accompagner l'autre en intégrant des fois les déplacements à cet accompagnement. Et il y a des personnes aînées, par exemple, qui disaient, ben moi, je suis plus habituée de conduire le soir, donc ça resterait encore plus mes fenêtres d'accompagnement temporel. Finalement, d'évoluer dans un système qui est difficile à comprendre, ce n'est pas toutes les personnes proches aidantes qui connaissent bien sur le bout des doigts le système de la santé des services sociaux, qui connaissent comment ça fonctionne un milieu d'hébergement. Beaucoup de milieux d'hébergement fonctionnent de manière différente, donc il faut qu'ils s'approprient tant un nouveau rôle qu'une nouvelle compréhension d'un cadre d'accompagnement qui leur est inconnu. Ensuite, le deuxième thème, c'est la conciliation avec les préoccupations personnelles. Donc, c'est-à-dire que la phase de proche aidance en post-transition à l'hébergement s'accompagne de sentiments paradoxaux. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois soulagé que notre proche soit, par exemple, en sécurité dans un milieu d'hébergement, que cette phase-là soit complétée, et en même temps se sentir, par exemple, coupable que le proche soit maintenant en milieu d'hébergement. Donc, c'est un exemple de sentiments paradoxaux qui ont été dans la littérature, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi la perte ambiguë. La perte ambiguë, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais rapidement, c'est comme si on vivait un sentiment de deuil alors que la personne n'est pas décédée. Mais puisqu'il n'est plus physiquement avec nous, par exemple, moins facilement accessible ou qui est maintenant avec une autre comme vision ou étiquette dans notre tête, bien là, c'est comme si on vit un deuil de notre proche, de la façon qu'on était avec lui, alors qu'il n'est pas décédé. Ensuite, ils vivent étonnamment plus d'isolement social. On a tendance à se dire, ils vont recommencer à faire participation sociale, revoir des amis parce qu'ils ne pouvaient plus, parce qu'ils étaient dans leur rôle d'aidant. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'équipe de soins qui venait à domicile, parce que souvent, avant la transition à l'hébergement, il y a de plus en plus d'intervenants qui viennent à la maison et ça devient leur réseau. Et là, il y a cette perte de ce réseau-là de soins, mais qui devenait quand même une présence qu'on voyait chaque semaine. Et là, c'est comme s'ils deviennent plus isolés pour certains. Il y a les conflits familiaux aussi qui sont liés à la... Tu sais, c'est pas tout le temps rose là, dans les décisions familiales entourant l'hébergement. Et ça peut créer des conflits qui sont à concilier avec, en plus, tout le stress de notre nouveau rôle, etc. Et il y a des problèmes financiers, notamment associés au fait que, ben, c'est pas tous les milieux d'hébergement. Les gens, ils vont pas tous en milieu d'hébergement public, par exemple, avec des fois, c'est des coûts importants et tout ça, puis ça amène un stress financier supplémentaire. L'avant-dernière catégorie, puis là, j'accélère, je regarde ma gardienne du temps, je suis correcte. Donc, OK, mon Dieu, un gros 8 minutes. Donc, c'est parfait. Donc, l'avant-dernière catégorie, c'est la relation difficile avec le personnel soignant. Donc, ce qui est recensé dans la littérature, c'est vraiment une difficulté. Puis là, je prends mon temps là-dessus parce que même si c'est juste une catégorie qui a l'air plus petite parce qu'il y a juste 2 thèmes, est abondamment abordée dans les écrits. C'est-à-dire qu'il y a un manque de communication réel ou apparent, là, réel ou peut-être que c'est peut-être juste dans la façon que nous, on se l'approprie, mais une perception à tout le moins d'un manque de communication entre les personnes proches aidantes et l'équipe de soins. Et même, je dirais, jusqu'à aller avec des conflits avec l'équipe soignante. Et là, toute cette idée de lien avec le dernier thème que je vous présente, qui est très lié au conflit, c'est-à-dire que on est parfois dans une perte de confiance vers des milieux d'hébergement en amont de la transition. Teinté du discours social de qu'est-ce que c'est un milieu d'hébergement, bien là, on arrive méfiant, par exemple. Et là, on se pose tout de suite en défenseur de droit et tout ça. Vous allez voir, là, c'est beaucoup dans les compétences aussi, cette espèce d'idée de plaidoyer, défenseur et tout ça, qui nous met parfois en relation conflictuelle avec l'équipe. Et aussi, je vous l'ai dit, là, dans la première catégorie, bien, les personnes proches aidantes veulent souvent réaliser des soins quand même. Donc là, c'est de dire, bien, où ma place dans tout ça? Comment je me positionne?
Dans la dernière catégorie, c'est des préoccupations liées à la prise en charge du proche par le milieu, donc qui peut nous habiter, comme par exemple, comme je vous disais, la perte de confiance envers le milieu d'hébergement, qui est soit préalable à la transition ou lorsque le proche est hébergé, quand on constate certains éléments qui nous perturbent. Et finalement, un grand sentiment d'impuissance, parce que là, c'est comme si on n'est plus le premier acteur de l'aidance. Donc, ce sentiment de dire, bien, il se passe des choses auxquelles je ne peux pas agir directement parce que je ne suis pas toujours sur place. Et un grand épuisement lié à ça, justement, parce que les gens, l'impuissance, c'est un sentiment qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression d'avoir les moyens d'agir, ce qui fait qu'il y a des proches qui ressentent ça, ont tendance à être très présents, pas nécessairement pour un besoin relationnel avec leurs proches, oui, mais pour un besoin de surveillance. Et là, ça devient compliqué au niveau de l'épuisement. Au niveau des compétences, on les a regroupées en termes de savoir et savoir-faire. Donc, au niveau des savoirs, les personnes proches aidantes mentionnent qu'ils ont un besoin de savoir le fonctionnement du système de santé, les options de prise en charge et de soins. Ça, c'est pas toujours compris. L'évolution de la maladie de leurs proches. À quoi je devrais m'attendre par rapport à cette maladie-là? Comment mon proche pourrait évoluer, même si ce n'est pas nécessairement une boule de cristal, mais d'être informé de ça un peu en avance dans les différentes phases. Quels sont les outils technologiques et de communication qui peuvent être utilisés? Au niveau des savoir-faire, et personnellement, moi, c'est là que j'étais un petit peu plus interpellée, je trouvais ça très intéressant. Il y a un savoir-faire de résilience, bien sûr, d'être capable de justement naviguer à travers tout ça, rebondir là, dans notre nouveau rôle. Il y a ce savoir-faire de réinvestir une relation positive avec son proche, un savoir-faire de collaboration et le dernier, comme je vous disais, un savoir-faire de médiation et revendication, c'est-à-dire comment je revendique auprès de l'équipe dans une posture qui n'est pas conflictuelle, dans une posture de collaboration, justement. Ça a l'air simple, mais je ne sais pas si vous vous dites, vous, autour de la table, j'ai tous ces savoirs et savoir-faire-là et je sais comment les mobiliser. Et en fait, la réponse de la plupart, c'est de dire, OK, c'est beau de savoir qu'il faut communiquer, collaborer, mais ça prend des prérequis à ça. C'est pas vrai de dire à quelqu'un, ben là, maintenant que ton proche est hébergé, collabore avec l'équipe. Comment? Sur quel plan, à quel axe, de quelle manière? Donc, il y a un grand manque là, d'outils ou en tout cas de leviers que les personnes mentionnaient dans la littérature. Très rapidement, on a fait un groupe de discussion focalisé, en fait 3, avec un total de 13 personnes proches aidantes là, de profils variés et dans trois régions, en fait, du Québec. Et sans passer à travers là, tout, mais on a produit, là, c'est écrit en tout petit, mais c'est pas très grave. En fait, ce que ça nous a montré, c'est que ça confirmait, pour la majorité, les résultats qu'on a trouvés dans la littérature qui étaient, elles, plutôt mondiales. Mais là, on se rend compte qu'au Québec, on vit la même chose. Donc, puis là, c'est très petit, je m'en excuse vraiment. Donc, en fait, moi, je vois rien. C'est aussi simple que ça. Je vois rien sur mon petit écran. Donc, je regarde le gros. Au niveau des compétences à développer, là, vous voyez, le monde nous a parlé justement de s'informer des différents droits, s'informer de comment fonctionne le système de santé, de comment je fais pour établir un contact avec les équipes. Au niveau des enjeux, la communication avec le personnel soignant revenait beaucoup dans les discussions. Prendre part à des décisions concernant son proche. Comment on fait ça? Il y a beaucoup d'enjeux. Ils se sentent peu inclus finalement dans les équipes. Et ça, c'est les mêmes résultats là, se sont répétés. Là, on a obtenu ce qu'on appelle, nous, en recherche, une saturation des données. C'est-à-dire que dans les 3 focus groups, on abordait les mêmes thématiques essentiellement. Et voilà. Donc, puis là, ça, c'est le 3e, mais c'est une répétition. En fait, ce que ça a amené comme réflexion, c'est qu'on se rend compte que les enjeux vécus par les personnes proches aidantes peuvent avoir de multiples impacts sur le parcours de proche aidance. Il y a l'augmentation du stress, l'émergence d'un sentiment d'imposteur. Ça, là, dans les focus groups, les gens nous en ont énormément parlé. De se sentir comme un imposteur alors que c'était eux qui détenaient l'expertise. Puis là, je veux dire ça comme ça, là, ils nous disaient de même. C'est nous qui avons l'expertise de notre proche d'habitude. C'est nous qui savons comment il va réagir. C'est nous qui savons qu'est-ce qu'il a besoin. On sait quasiment chaque minute, c'est comme réglé dans notre tête, ceux qui sont très, très impliqués là, au niveau de la proche aidance. Puis là, on arrive dans un milieu où est-ce que notre savoir est parfois reconnu, mais pas tant que ça, ou en tout cas peu sollicité. Et là, sauf dans des cas d'urgence extrême. Il y en avait des proches aidants qui nous disaient, ben, le téléphone sonne, là, mané, puis c'est mon proche, il est arrivé dans la cuisine, il a pris un couteau, puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais, là? Ben là, attends, qu'est-ce que tu fais? Ben, commence par y dire ça. Tu sais, ils sont sollicités dans des situations d'extrême urgence,
Alors que dans le quotidien, ils pourraient aussi donner des pistes relationnelles. Tu sais, eux sont habitués, puis ça, c'est, en tout cas, pour ceux qu'on a rencontrés, là, c'était 13. Je ne dis pas que ça parle pour tous les proches aidants, mais presque tout le monde nous a parlé de cet élément-là. Une déstabilisation de l'identité. Souvent, l'identité de proche aidant est fortement liée à l'identité personnelle, individuelle. Puis là, c'est comme si tout ça vient déconstruire notre identité, même personnelle, une fois que notre proche est en milieu d'hébergement. Et là, ça amène la question, c'est que c'est comme si on se rend compte qu'il importe de s'intéresser davantage à cette phase d'approche aidance et de faire attention aux discours sociaux voulant que le fardeau de l'approche aidance diminue avec la transition en hébergement, comme si les gens sont libérés d'un fardeau. En fait, c'est juste une transformation de leur rôle, avec d'autres enjeux différents, mais qui sont encore présents. On nous a parlé de retrouver une relation positive avec son proche. On a décidé de se baser sur un cadre conceptuel des aspects positifs du rôle d'aidant dans notre projet. Donc, c'est comme si on se disait, bien, il y a un besoin d'augmenter l'aspect positif de l'approche aidance dans les discours sociaux et cliniques probablement. C'est-à-dire comment on vit une relation satisfaisante avec notre proche sans être considéré nécessairement juste comme un outil de l'équipe de soins. En tout cas, c'est vraiment particulier cet élément-là. On pourra en reparler dans la période de questions si vous le voulez bien. Ah, c'est ma sonnette. Il me reste une diapo. Puis, on a pris le pari qu'il y avait une certaine intérêt à aller vers la montée en compétences des personnes proches aidantes, c'est-à-dire comment on peut les accompagner en amont de cette transition-là pour qu'ils se sentent prêtes à remplir leurs nouvelles compétences, bien, à avoir des nouvelles compétences face à leur rôle de proche aidant. Ça a été notamment souligné dans une étude là, qui a été menée en 2014 où est-ce que le sentiment de compétence était très lié à la détresse émotionnelle. Puis c'est comme si on se disait que la montée en compétence en amont de cette transition-là pourrait peut-être être une des pistes à favoriser pour mieux soutenir les personnes proches aidantes face à ce rôle. Dans le projet, on a des pistes là, pour le faire, pour partir à la montée en compétences dans les centres communautaires de loisirs, donc offrir des ateliers probablement là-dessus en amont de la transition, même si ce n'est pas tout le monde qui sait avec une boule de cristal si leur projet va être hébergé, mais ils peuvent quand même aller chercher des éléments à ce niveau-là avant. Dernier élément, j'ai menti, c'était pas ma dernière, je suis désolée. Donc, il y a comme une vision paradoxale qui concerne le rôle des personnes proches aidantes. C'est comme si on se rend compte que d'un côté, la vision des personnes proches aidantes, c'est finalement, je me sens pas tant dans l'équipe, on collabore pas avec moi, on communique pas suffisamment, j'ai un sentiment d'imposteur puis une difficulté à identifier mon rôle. Puis de l'autre, c'est comme si dans les milieux d'hébergement, on dit non, 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 les proches aidants sont reconnus, on les considère même dans l'équipe de soins, puis là, mais c'est comme si on sent que ces deux visions-là, finalement, oui, il y a des leviers d'arrimage entre ces deux visions-là, mais c'est comme si l'arrimage n'est pas vraiment complété là, à l'heure actuelle. Donc, considérant les multiples enjeux associés à la collaboration et la communication entre les personnes proches aidantes et l'équipe de soins, il importe selon nous de réfléchir aux transformations organisationnelles dans le réseau qui doivent avoir lieu parce que les participants nous ont beaucoup dit oui, je veux bien monter en compétences, mais pitchez-moi pas tout ça sur une responsabilité individuelle de me préparer. C'est comme s'il faut que le milieu aussi soit prêt à mon arrivée. Donc, dans les deux sens. Voilà. Merci.